Donc j'appelle Julie, et donc Julie Chrétien qui est chercheuse à l'école des Ponts. Et puis je pense qu'on peut appeler aussi directement Nicolas Augereau, donc qui est le maire de Fatine, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, qui va nous faire une présentation à deux voix pour entrer justement dans le détail des travaux de Julie. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais intervenir donc avec Nicolas Augereau, maire de Fatine. On a travaillé, on a testé donc le protocole que je vais vous présenter, issu des recherches. On l'a appliqué sur sa commune. Donc on va faire une présentation à deux voix. Moi je vais commencer sur les aspects un peu théoriques, puis je vais donner la main à Nicolas pour qu'il nous présente concrètement ça, comment ça s'incarne dans le cas de Fatine, qui est un cas qui incarne assez bien ce que je vais raconter, puis je vais reprendre la parole et puis ce sera à nouveau à lui de conclure sur un cas d'étude. Alors, comment ça fonctionne ça? Oui, parfait. Comment ça donne sur un cas d'étude. Du coup, je vais commencer par vous parler donc, des enjeux des politiques vélo hors des grandes villes. Qu'est-ce qui change finalement quand on est en train de parler des zones rurales par rapport à rurales ou moins denses par rapport aux grandes villes. On a un peu discuté de la différence en termes d'impact. On va voir qu'il y a des enjeux qui sont qui vont au-delà de ça. Les défis ensuite de la planification. Comment on fait pour essayer de simplifier cette planification concrètement, et puis terminer par le cas d'étude de Fatine. Donc nous, Vinci, Recherche Environnement, sont venus nous voir avec cette question de on aimerait bien voir mis en œuvre plus d'aménagement vélo dans les petites collectivités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter ça? Donc là-dedans, il y avait deux questions, un peu de recherche pour moi. Il y a quels sont les défis propres aux petites collectivités, et puis qu'est-ce qu'on peut faire derrière ça, c'est quelles sont les compétences qui sont réellement nécessaires pour faire de la planification cyclable. Comment est-ce qu'on arrive à décomposer un peu ça et essayer de rendre ça accessible au plus grand nombre, en l'occurrence accessible pour des agences d'Eurovia, mais on pourrait imaginer, si le guide qu'on conçoit était diffusé au plus grand nombre, que ça puisse être potentiellement accessible par des associations, de gens disposant pas forcément de compétences en matière d'aménagement très pointues. Pour ça, donc, on a déployé un protocole de recherche-action en 2 temps, une phase de cadrage, donc comme beaucoup souvent dans la recherche, on analyse la littérature, ce qui existe, analyse un peu aussi des données sur les ressources dont disposent les collectivités en dehors des grandes villes, et puis une partie expérimentation, donc une proposition de protocole de planification simplifiée, un test sur des territoires volontaires. On leur demande de nous faire des retours, et puis on itère et on essaie d'ajuster au fur et à mesure. Les enjeux des politiques vélo hors des grandes villes, on a beaucoup parlé de l'argent. Moi, je vais vous commencer par parler d'espace. On a tendance à se dire les zones rurales, c'est génial, il y a plein de places. Si on avait la thune, on mettrait des pistes cyclables un peu partout. Le problème, c'est de l'argent. En fait, pas tant que ça. Donc là, je vais vous parler de Fatine, puisqu'on y est. Là, une route où on a été faire du repérage, donc largeur de la chaussée 3 mètres. À droite, un champ. À gauche, je vous ai mis la zone naturelle protégée, c'est parce que parfois c'est le cas, ou parfois il y a un bois. Là, en réalité, je crois que c'est un autre champ. Entre ça, il y a un fossé, et la vitesse est limitée à 70 km/h sur cette route. Alors bon, là, la voiture a eu la gentillesse de ralentir pour notre passage, mais on voit que si on veut effectivement, alors déjà clairement, il n'y a pas la place de mettre une bande cyclable. Si vous faites la différence bande cyclable déjà sur la chaussée, et il y a clairement, si on veut créer du séparatif, il va falloir prendre sur le champ ou sur la zone naturelle ou sur le bois ou ce qu'il y a à côté. À côté de ça, vous avez une voie à Villemomble. Villemomble, 3 mètres de chaussée certes, mais 2 mètres de stationnement qui appartient déjà à la collectivité. Donc certes, il va falloir potentiellement de la volonté politique pour réussir à revoir le plan de stationnement, etc. Là en plus vous avez du stationnement des deux côtés, mais entre guillemets, vous avez qu'à virer le stationnement pour avoir tout à coup beaucoup d'espace déjà artificialisé, sans besoin de refaire des travaux de génie civil un peu lourds pour réussir à construire votre
votre aménagement cyclable. Donc tout ça pour dire que parfois on se dit bon, il n'y a qu'à résoudre les problèmes d'argent. Non, clairement, en zone rurale, en réalité, le foncier est très contraint et il est d'autant plus contraint qu'on n'a pas d'espace pré-imperméabilisé, pré-aménagé sur lesquels s'appuyer lorsqu'on décide d'aménager de l'infrastructure. Deuxième point, donc les endroits où il n'y en a pas, mais globalement, il y a aussi plus d'endroits où il n'y a pas d'infrastructure que dans les grandes villes. Les zones rurales et peu denses sont moins bien pourvues en aménagement cyclable que les zones urbaines. J'enfonce des portes ouvertes, mais là, on a les chiffres pour soutenir ce que tout le monde, tout un chacun est assez capable de voir s'il circule entre ces différents types d'espaces. On considère que on voit qu'on est dans le meilleur des cas, dans les centres ruraux, il est estimé qu'environ 4% de la voirie est cyclable, là où dans les grands centres urbains, aujourd'hui, on est plutôt à 16%. Du coup, on se dit, bon, ok, donc on revient sur notre question d'argent. Alors, on a vu qu'il n'y avait pas assez d'espace, mais bon, peut-être avec du temps et de l'énergie, peut-être on pourrait faire ça. Donc, si on prend le temps et l'énergie et qu'on décide qu'on va construire quand même, y aller à la force brute et construire de l'aménagement séparatif sur toutes les pistes cyclables ou toutes les routes où il manque de l'aménagement cyclable, qu'est-ce que ça donnerait ? Grosso modo, ça coûterait potentiellement 600 milliards d'euros pour équiper l'ensemble du territoire pas encore aménagé. Et si on compare ça aux frais actuels, au budget actuel d'entretien et d'investissement en matière de voirie communale et départementale, ça représente 50 ans de ce budget-là. Donc on voit tout de suite que ce n'est pas juste une question d'un peu plus d'argent, ce serait question de beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et tout de suite, ça coince. Donc l'idée de on va toujours construire des trucs un jour, progressivement, par petits trucs de fourmis, on finira par avoir aménagé, ça ne va pas fonctionner. Heureusement, naturellement, on ne va pas mettre des pistes cyclables partout et ça a été réfléchi. Ces 5 dernières années, beaucoup de littérature est sortie sur comment est-ce qu'on essaie de contourner ce défi de il n'y a pas beaucoup d'aménagement et ça coûterait très cher. On l'a déjà évoqué aujourd'hui, le sujet de la réaffectation plutôt que de la construction. Donc, transformer des routes ou des chemins en voies vertes ou en vélorues. Si on ne peut pas réaffecter, on peut envisager une meilleure cohabitation, donc ce qu'on a évoqué sous la forme de réduire les vitesses des automobiles, mieux aménager les intersections, signaler la présence des vélos. Alors je sais que les chaussées-doux font beaucoup débat, mais ça a au moins cet avantage de matérialiser la légitimité des vélos sur certaines routes rurales où il n'est pas possible de faire grand-chose d'autre. Et puis bien sûr, une fois qu'on a fait tout ça, il y a quand même des endroits où c'est pas possible de faire cohabiter, c'est pas possible de réaffecter. Et là, il va effectivement falloir construire et construire du séparatif. Ces solutions, du coup, moins coûteuses, elles existent, mais ça oblige d'être capable de concerter et d'arbitrer sur les endroits où on va réussir à faire de l'aménagement. Là, sur les différentes publications que je mentionne, il y en a 2 qui ont calculé qu'est-ce qu'on économise si on met en œuvre cette logique de on fait la cohabiter, on réaffecte et en dernier lieu, on construit. Ils divisent par 10 le linéaire qui serait nécessaire de construire pour avoir un réseau maillé cohérent permettant de relier les principaux centres-bourgs et les principales activités. Donc, alors que tout à l'heure, je mentionnais si on veut faire les choses bien et aller au bout de la démarche, il faudrait 50 ans. En vrai, si on divise par 10, on est plutôt sur l'équivalent de 5 ans de budget, de entretien et investissement pour réussir à avoir un réseau maillé. Alors bien sûr, on ne va pas arrêter d'investir dans l'entretien classique de nos routes pour tout mettre sur le vélo, donc ça va forcément prendre plus de temps, mais on est sur des budgets qui tout à coup deviennent envisageables en lissant dans le temps, c'est techniquement possible. Sauf que toute cette logique-là, ça suppose de planifier parce qu'on ne peut pas juste se dire
Bon allez, là j'ai de l'argent et de toute façon je suis en train de refaire ma route machin, je vais en profiter pour faire un petit tronçon, ça finira toujours par être utile. Non, on ne peut pas être dans cette démarche-là parce que ça suppose quand même une répartition, une anticipation et une organisation. Ce qui nous amène à, du coup, il faut planifier. Et quel est le problème avec le fait de planifier? Pourquoi est-ce que spécifiquement dans les petites collectivités, c'est plus compliqué? Alors, on en a déjà pas mal parlé, mais dans les petites collectivités, il y a un manque de ressources techniques et financières. On a beaucoup parlé du fait qu'il y a presque 30 000 communes qui font moins de 2 000 habitants, mais aujourd'hui, les communes sont beaucoup réunies en intercommunalité, mais même une fois qu'on a fait ça, les 3/4 des intercommunalités, c'est moins de 50 000 habitants. D'après l'inspection générale des finances, en dessous de 50 000 habitants, on n'a pas beaucoup de compétences en interne. Alors, je trouve qu'ils sont un peu durs, mais même en diminuant à 30 000, on se reste avec énormément d'interco, avec relativement peu de compétences en interne, ce qui fait qu'au sein d'une interco avec 20 000, 30 000 habitants, vous allez avoir une personne en charge de la voirie. Cette personne, elle n'a pas le temps d'embaucher, si elle avait l'argent, mais d'embaucher un bureau d'études pour faire la planification, de suivre, de faire la coordination, etc. Par ailleurs, comme on n'a pas beaucoup d'argent, il faut faire des réponses à appel à projet. Du coup, répondre à appel à projet, ça prend du temps que déjà on n'a pas pour faire le travail, etc. Donc on a un espèce de cercle vicieux. Pour avoir de l'argent, il faudrait avoir le temps de chercher les financements, mais pour avoir le temps de chercher les financements, il faudrait avoir l'argent pour financer quelqu'un pour chercher les financements. Du coup, on se retrouve un petit peu coincé à cette étape-là. Par ailleurs, là où dans les grosses collectivités, il y a de l'ingénierie, le leadership est clairement établi. Généralement, ça se passe à l'échelle de l'interco et il est clairement établi. Dans les communes rurales, on est en plein dans le millefeuille. Alors vous avez ce tableau sur la droite qui est illisible et c'est normal, c'est bien là mon propos. Si on recense toutes les compétences au sens tous les pouvoirs qu'il est nécessaire d'avoir pour construire une politique cyclable cohérente, on voit que c'est réparti dans beaucoup de cases différentes et qui plus est, tout ce qui est en rouge, c'est des choses où ça dit ça dépend ou c'est optionnel. Donc selon la configuration de votre commune, selon qu'elle est dans une intercommunalité ou non, selon qu'elle a transmis le pouvoir de gestion de voirie à son interco ou non, selon la proportion de la voirie qu'elle a transférée, parce qu'il est possible de transférer seulement une partie de la voirie, mais pas tout, selon le rapport avec le département, selon si l'interco est elle-même au sein d'un syndicat mixte en charge de la mobilité. Les pouvoirs dont disposent la commune et l'interco vont être extrêmement différents. Du coup, les responsabilités officielles sont pas très clairement réparties. Ça a été analysé par d'autres chercheurs et c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce qu'un peu tout acteur peut se décider chef de file ou en tout cas dire moi je prends ce bâton et je vais essayer de faire quelque chose à l'échelle de mon territoire. Alors bien sûr il va falloir qu'il puisse se coordonner avec le département, l'interco d'à côté, les communes voisines, etc. Mais en tout cas il peut potentiellement être légitime s'il a un projet à porter sur ce sujet. Mais en même temps, ça veut aussi dire que tout acteur peut se déclarer non responsable. Vu qu'il y a, par exemple, faire un schéma directeur d'aménagement cyclable, c'est obligatoire qu'au-delà de 100 000 habitants. Si votre interco, il y en a 40 000 habitants, ils peuvent décider que ce n'est pas très prioritaire et qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Donc c'est à double tranchant. Et ça demande finalement, ce qu'on observe sur les territoires, c'est que là où les territoires développent des plans de mobilité cyclable cohérentes, c'est là où il y a une volonté politique, donc à l'échelle des élus, parfois certaines associations qui vont pousser, qui vont aller chercher et échanger avec les élus pour réussir à faire se construire ce type d'aménagement de cette manière-là.
Ensuite, un problème est celui de l'échelle. À l'échelle d'une métropole, on va dire que vous êtes à une échelle relativement cohérente. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dit que quand il n'y a pas beaucoup d'habitants, il n'y a pas beaucoup de compétences. Donc, on monte à chaque fois pour essayer de réunir le nombre minimum d'habitants requis pour avoir des compétences techniques en ingénierie. Alors, la large échelle, ça a quand même beaucoup d'avantages. On a les ressources financières. On a une cohérence d'ensemble, on ne se retrouve pas avec la piste cyclable qui tout à coup s'arrête parce que pouf, on est arrivé à la limite de la commune ou quelque chose comme ça. Mais en retour, on y perd en termes de finesse locale. Généralement, quand c'est fait à l'échelle d'une grosse intercommunalité ou d'un syndicat de mobilité qui réunit plusieurs intercos, on va avoir avant tout l'aménagement centré sur le domicile-travail, sur les mobilités touristiques, éventuellement sur les balades du dimanche. Et du coup, la petite analyse fine de, en fait, le supermarché, il est ici et le lotissement, il est là. Et en fait, peut-être que si on faisait 1 kilomètre de piste cyclable entre les deux, ça faciliterait beaucoup une partie de la mobilité. Où là est le terrain de sport, là est l'école. Beaucoup d'enfants vont de l'un à l'autre, mais sont obligés de faire appel à leurs parents. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ça, quand on est en train de travailler à l'échelle de plusieurs centaines de kilomètres carrés, ce qui est vite le cas sur une intercommunalité, c'est difficile d'y arriver. Par ailleurs, plus vous êtes gros, plus vous avez de communes et d'acteurs, plus vous êtes obligé de faire de la concertation entre tous ces différents acteurs. Donc, vous augmentez la charge de travail et les temps de planification. Et donc là, je tirais d'un article de recherche une interview où il y avait 6 communautés de communes qui avaient décidé de se mettre ensemble pour réussir à avoir assez de ressources pour avoir une personne en charge de la question vélo. Et la personne en charge de la question vélo disait... Alors, je vais enlever la partie elle dit c'est super, mais bon, elle dit c'est super et tout de suite après elle dit en vrai c'est quand même très compliqué comme échelle parce qu'il faut arriver à faire converger les souhaits de tout un tas d'acteurs qui ne sont pas forcément raccords. Et donc, pour illustrer cette question du millefeuille institutionnel et de qu'est-ce que ça donne d'être une petite commune dans une grosse interco, je vous donne la parole, Nicolas. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors une petite présentation très rapide. Alors, je suis le maire de Fatine, je suis élu local depuis 2008 et maire de ma commune depuis 2014. J'entame mon 3e mandat donc, et je suis également vice-président à la mobilité et au transport de Le Mans Métropole. Donc effectivement, Fatine, c'est la particularité. On a intégré le groupement Le Mans Métropole en 2023, au 1er janvier. On fait 930 habitants à peu près, une école de 120 enfants, et puis une commune qui s'est étendue en 2e couronne de la ville-centre, donc Le Mans, à travers des opérations d'aménagement d'ensemble, type zone pavillonnaire, lotissement, etc. Les enjeux et objectifs, c'est quoi? C'est de se dire, je vais rejoindre les propos d'Aurélien, c'est-à-dire qu'on a des gens qui habitent en zone pavillonnaire, 2 véhicules, comment on les fait basculer à 1 véhicule, et si on veut les faire basculer à 1 véhicule, comment on crée un aménagement sécurisé pour qu'ils puissent prendre le vélo. Parce que la question numéro 1 que se posent les habitants, c'est « Ok, je veux bien prendre un vélo, mais par contre, je veux être sécure ». Et aujourd'hui, partager la route entre, dans nos zones rurales, c'est un peu comme dans les autres secteurs, hein, c'est beaucoup plus de véhicules type utilitaire pour les dépôts de colis. C'est aussi, quand les voies principales sont bouchées, nos voies servent de voies annexes et donc beaucoup plus de véhicules également à passer. Et donc effectivement, comment les enfants, on les emmène d'un point A à un point B en sécurité, et évidemment les parents également. Donc on est une petite commune et on a la chance d'avoir un réseau mobilité transport, C-Tram, transport en commun. Néanmoins, le nombre de navettes entre la commune de Fatine et la ville-centre sont limités dans la journée. Et on a la chance, en revanche, d'avoir à côté la commune de Champagné qui dispose d'une gare TER. Donc comment on fait également pour que les habitants de Fatine, en faisant 2,5 km de vélo, partent de chez eux et arrivent à la gare TER en sécurité, avec toutes les contraintes qu'on a vues sur les voies communales qui sont peu larges. Et quand on veut aller chercher du foncier, je vais prendre l'accent de chez nous, mais petit gars, tu veux prendre une bande de 5 mètres de mon champ pour faire une zone sécurisée et cyclable, comment il fait mon agriculteur à qui je loue le champ pour exploiter après? Parce que tu lui enlèves des hectares, oui d'accord.
Et puis, si tu veux ça, il va falloir me mettre des terrains inconstructibles. Alors, c'est plus comme ça que ça se passe. Ça passait peut-être comme ça il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Zéro artificialisation nette des sols. On limite l'emprise sur les terres agricoles. Et c'est légitime et c'est normal. Mais comment on répond à cette difficulté-là de maîtrise du foncier quand c'est nécessaire? Et puis après, comment on répond à la difficulté des différents usagers de la route? Et là, j'en viens à un deuxième point qui n'a pas été abordé en termes de sécurité. C'est qu'il y a un autre transport qui prend de l'ampleur aussi dans nos campagnes et qui l'a déjà pris chez vous, c'est la trottinette électrique. Et la trottinette électrique qui sert de transport multimodal, c'est-à-dire qu'ils sortent de chez eux, les habitants, ils vont chercher le bus ou le train, ils la mettent dans le bus ou le train, et quand ils ressortent, ils vont au bureau avec, dans la ville-centre. Donc voilà, tout ça, c'est des enjeux qu'il va falloir maîtriser. Et effectivement, ce qui nous manque, nous, à notre échelle, même si on fait partie d'une grosse intercommunalité, on a 220 000 habitants, enfin 210, il y a un schéma chrono-vélo qui est en place. À terme, il fera 315 km. D'ici 2030, 58 km. Et ce sera un maillage structurant est-ouest, nord-sud. Mais maintenant, comment on raccorde nos petites communes rurales à ce maillage principal, voilà tout l'enjeu, quoi. Et donc, d'où... merci Julie pour faire l'ingénierie. Et d'où Eurovia, merci de nous proposer des solutions effectivement simples et peu coûteuses et sécurisées. En fait, le sujet, il est là. Et j'entendais dire tout à l'heure sur les modalités de financement, les participations de l'État. Alors moi, je suis directement impacté. Je crois que la France n'a plus d'argent et je pense que c'est une vraie réalité. Très clairement, sur le terrain, ça se ressent par des baisses de dotation, c'est évident. Voilà, on y est. Ça se ressent par des baisses de financement à l'investissement et ça se ressent, c'est identifié également. Donc demain, il va falloir qu'on fasse mieux avec moins, comme vous le disiez, à la fois vous, mais à la fois nous, et qu'on réfléchisse à nos aménagements. Du coup, je vais revenir à partir de là, comment on simplifie la planification cyclable. Alors peut-être un rappel, c'est quoi qu'on met généralement sous le terme plan vélo? Alors je le rappelle parce que en fait, quand on est allé discuter avec les collectivités au début, il y a eu quelques malentendus où c'est là, vous allez nous le dire, où est-ce qu'on va mettre des pistes cyclables? Donc petit rappel, deux grands principes généralement quand on fait un plan vélo. Déjà, identifier les objectifs de la collectivité. Alors parfois on voit des collectivités où ils ont déjà un peu une idée de pourquoi ils veulent faire du vélo. Parfois c'est plus vaste, c'est le vélo, oui c'est bien, voilà, mais est-ce que finalement on veut du vélo parce que ça va permettre parce qu'on a des gens, on est dans un lieu touristique et il y a beaucoup de chambres d'hôtes sur mon territoire et ils se disent que ça va faire bien si c'est possible pour les gens de venir à vélo et de faire du vélo dans le coin, ou est-ce que l'objectif c'est plutôt pour que les enfants puissent aller au club de foot ou au collège. Par ailleurs, les objectifs, c'est aussi est-ce que sur le territoire, on va être plus sensible à la question de la santé, du bien-être, du coup pour le porte-monnaie. Voilà, donc ces questions-là, se les poser. Et ensuite, les solutions. Donc là, bien sûr, moi, je vais me concentrer sur on va parler principalement des questions d'infrastructure, mais une politique cyclable cohérente, c'est aussi des recommandations de sensibilisation, d'aide à l'achat, de formation à remise en vélo, etc. Concrètement, si on va chercher les différents guides qui existent sur qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon schéma directeur cyclable ou plan vélo, ça demande quand même pas mal de compétences. Ça demande des compétences en cartographie et en analyse de données. Faut être capable déjà, il faut savoir que les données existent. Idéalement, il faut être capable d'aller chercher les données du recensement, les données de linéaire de voirie sur votre territoire, d'être capable d'aller faire un tour sur le terrain et de recenser les aménagements cyclables et éventuellement les recartographier derrière. Donc quand même des compétences d'ingénierie un peu lourdes. Ensuite, il faut être capable de faire de la concertation et de l'animation locale, ce qui, dit comme ça, peut vite faire un petit peu peur. Et puis des compétences en aménagement, à quel moment je mets, dans quelle situation je propose tel type d'aménagement.
On parlait du fait des visites de terrain, donc de les recartographier, mais rien que de les faire. On a évoqué le fait que souvent les plans se faisaient à l'échelle de l'intercommunalité, plusieurs centaines de kilomètres carrés. Ça peut prendre un certain temps s'il faut parcourir tout ça, éventuellement à vélo. Et puis, on a évoqué les questions de concertation interinstitutionnelle, s'assurer que la commune de machin, elle est d'accord avec la commune de bidule, surtout si on est en train de faire de la concertation pour faire passer un seul axe structurant chrono-vélo. Va potentiellement y avoir une volonté de la part des communes de faire passer le vélo par leur commune plutôt que celle d'à côté. Donc un exercice habituellement demandeur en ressources. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire ça un petit peu. Donc principes généraux pour simplifier les plans vélo. Donc là, c'est ce qu'on a développé et qu'on est en train de tester pour vérifier qu'on ne perd pas trop de choses en faisant de la simplification à cette échelle-là. Donc déjà, une volonté de prendre une échelle un peu plus restreinte. La commune, voire l'intercommunalité, mais on essaie de ne pas aller trop loin. Donc moins de concertation interinstitutionnelle. Généralement, si on fait à l'échelle de la commune, on va inviter l'interco au-dessus, le département, les communes adjacentes. Là où un plan à l'échelle de l'interco, potentiellement, il y a 14 réunions interinstitutionnelles pour chaque sous-secteur. Là, on arrive à faire ça en beaucoup moins. Et on est allé chercher des outils simples, des outils accessibles en ligne. Alors, ce qui est bien, c'est que par exemple, l'INSEE, il y a pas mal d'outils de data visualisation qui permettent de s'approprier les données sans avoir à aller chercher les fichiers bruts et les analyser sous Python ou sous R, ni de les intégrer sous QGIS. On a construit des kits pour la concertation. La réunion 1, voilà les questions qui font poser. Voilà les types d'exercices que vous pouvez faire pour réussir à faire émerger les enjeux à tel moment. Voilà les types de personnes qu'il faut que vous invitiez et que vous assuriez que soient présents à la réunion. Voilà le type de questionnaire que vous pouvez faire passer au sein de votre commune pour que ça fonctionne bien. Ça va dans le détail de type de voilà quels sont les bons moyens de passer un questionnaire. Par exemple, c'est bête, mais si vous êtes sur un territoire où il n'y a que 1000 habitants, il n'y a pas forcément un marché, qui serait un peu la version la plus facile pour faire passer un questionnaire en face à face, pour assurer de toucher la plus grande diversité de gens. Donc, dans ce cas-là, comment je fais passer mon questionnaire ? On a tenté devant l'école. Devant l'école, c'était pas une très bonne idée. J'ai pris note. Les gens sont trop pressés. Voilà. Et ensuite... on a cherché donc, les outils, mais bien sûr aussi voilà, les données accessibles et des outils pour réussir à recenser correctement des données sur le terrain. Là encore, des choses en libre accès, gratuites et facilement appropriables, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'un géomaticien pour faire votre plan vélo. Du coup, qu'est-ce qu'il en résulte ? Donc, un projet en 3 étapes, condensé, faisable en 2 mois. Alors après, bien sûr, vous pouvez laisser plus de temps entre chaque étape là-dessus, mais l'idée, c'est que tout le monde n'oublie pas l'existence de ce projet en cours de route. Donc, réduire, donc là je vous présente à l'échelle d'une commune, réduire la recherche et l'analyse de données pour un pré-diagnostic à une journée de travail. Si on sait déjà quelles données et où est-ce qu'on les trouve, ça peut se faire extrêmement rapide. Ensuite, on soumet ça aux commanditaires et aux acteurs du territoire pour le diagnostic. C'est le moment de vérifier que, là, nous dire « Ah mais non, en fait, il y a cette piste cyclable qu'on a construite il y a 1 an, en fait, elle n'est pas encore cartographiée » ou juste, c'est là aussi qu'on découvre « Ah bon, il fallait qu'on fasse remonter l'information à la commune, l'État, le département pour que ce soit cartographié quelque part. » Voilà, l'occasion de partager ça, dire « Ah, attention, en réalité, cette route-là, elle est limitée à 70, mais tout le monde route à 90. » Enfin, l'occasion de récupérer les données qu'on a accessibles uniquement auprès des gens qui habitent sur place. Ensuite, une visite de terrain et des échanges avec les habitants, donc soit du micro-trottoir, soit des entretiens, soit de diffusion de questionnaires selon les modalités de disposition. Une visite de terrain, idéalement en vélo, ça donne quand même... En plus, on peut prendre des belles photos pour les présentations Léonard ensuite. Ensuite, à partir de ça, on fait une première proposition de solution.
élaboré sur la base du diagnostic et des échanges. Alors ce que j'ai pas mis là, c'est que la première réunion, c'est aussi l'occasion d'affiner la question des objectifs collectifs à l'échelle de cette communalité. Donc des propositions de solutions. Alors là, on travaille, on s'appuie pas mal sur les grilles du CEREMA. Alors on peut discuter, je pense qu'on pourra discuter avec la FUB de est-ce que le CEREMA c'est trop strict, pas assez strict, notamment sur la cohabitation vélo-voiture. Une première forme de recommandation, on retourne voir les élus, les acteurs du territoire pour leur dire bon bah voilà, nous, compte tenu de ce que vous nous avez dit, des données dont on dispose, qu'est-ce que vous en pensez? Là ils vont nous dire ah ça c'est absolument pas possible, là j'ai peur de ceci, là j'ai peur de cela. Et sur cette base-là, on ajuste et on restitue des recommandations aux clients ou aux partenaires. La question, donc là, nous, actuellement, on a testé ce protocole et on est arrivé au bout des recommandations sur plusieurs territoires. Là où ceci est un travail en cours de route, c'est comment est-ce que les territoires vont s'approprier les résultats de ces recommandations. On a beaucoup évoqué la question d'aller chercher les financements. Là, actuellement, ce guide, pour le moment, il ne fait pas ça. Il dit, bon, bah, voilà idéalement ce qu'il est possible de faire et ce qui pourrait être le plus pertinent chez vous. On ne va pas jusqu'à cette étape suivante. Et du coup, je vais justement redonner la main à Fatine. Donc là, c'était je sais pas, tu as déjà parlé pas mal de à quoi ressemble le territoire. Je ne sais pas si tu veux revenir dessus. Mais sinon, je te laisse passer à la slide suivante. Oui, non, vous voyez, hein, c'est le centre-bourg est à droite, en fait. Bougez pas. Le centre-bourg où tout est connecté, donc le restaurant scolaire, la mairie, le commerce, etc. est ici. Et là, on a un sujet de hameau là, sur le Grand Champ où on cherchait à connecter les maisons qui sont là vers le centre-bourg où justement on a les transports en commun qui arrivent ici. Donc l'idée c'était ça, et puis on arrive ici, vous voyez, on a Champagné dont je vous parlais tout à l'heure avec effectivement la gare qui est en bas à droite. Donc les enjeux ils étaient ici, comment on fait la jonction entre nos deux communes en sécurité et sur cette jonction-là. Voilà, donc là typiquement on avait mis quand même, parce qu'on a essayé de bosser dessus, mais on avait mis, vous voyez, des emplacements réservés, là, la bande rouge ici, c'est un emplacement réservé qui est sur le plan local d'urbanisme, qui typiquement a fait l'objet de discussions avec les propriétaires des champs pour éventuellement créer une liaison douce ici ou une piste cyclable. Et c'est là où, quand je vous citais l'exemple, on avait des difficultés sur l'acquisition du foncier et la maîtrise du foncier. Voilà, et puis donc après le sujet, c'est que c'est la difficulté aussi la difficulté de causer avec les différents acteurs. C'est-à-dire que Fatine, la commune, a gardé la compétence voirie sur ses chemins ruraux, sur ses impasses, et on est traversé par l'autoroute, alors autant vous dire qu'il y a quelques impasses, l'autoroute qui vient à Paris d'ailleurs. Et puis l'interco a la compétence voirie pour toutes les voiries internes à la commune et au centre-bourg, mais aussi les voiries qui débouchent dans les autres parties de la collectivité. Et on est traversé également par 2 départementales, la 145 et la 91. Donc quand vous commencez un projet, déjà il faut être 15 en réunion, quoi. Et puis le gars il dit mais non mais ça c'est pas toi qui décides, c'est moi, d'accord. Alors là c'est toi qui décides parce que tu es à l'intérieur de ton agglomération, mais dès que tu as franchi le panneau de sortie d'agglomération, c'est moi qui décide. Oui, ok. Et puis après il y a la métropole qui dit mais attends, parce que dans le schéma qu'on a développé avant que Fatine intègre en 2023, on avait plutôt prévu que la voie cyclable ou la voie douce elle arrive ici, mais on n'avait pas pensé à la connexion entre Fatine et Champagné. Donc qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait? Donc il y a un moment, c'est là qu'on s'y perd, parce que c'est là le millefeuille aussi territorial dont on parle, et quelles sont les limites des uns et des autres. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on voulait mettre en avant là-dessus. Et puis après, il y a le partage de chaussées avec effectivement les systèmes de chaussées doux, mais encore une fois, vu les largeurs de voirie qu'on a, ça me paraît complexe.
Voilà, donc là c'était un exemple de recommandation avec une option plutôt long terme donc on envisage une voie verte et une option court terme s'il y avait cette idée de genre je veux qu'il y ait un truc dans un an, est-ce que c'est possible? Donc avec cette idée et la question ça va être voilà, est-ce que vous allez réussir à vous approprier ça pour aller voir du coup cette multiplicité d'interlocuteurs en disant bon bah voilà nous d'ailleurs vous avez participé aux réunions, nous on est arrivé à ça, est-ce que c'est suffisant pour réussir à porter un projet de demande de subvention, de convaincre que ce soit intégré au sein d'un plan plus large porté par l'intercommunalité, puisque quand on est une interco avec 40 communes, pour que les intérêts de la commune en bout de ligne soient entendus, ça demande potentiellement de la préparation. Et donc ce sera ça un peu les étapes et les questionnements qu'on se pose à la suite. Bon, ça fait partie de ma profession de foi quand même. Certains électeurs ont voté pour moi pour que je mette en place la stratégie vélo qu'on a travaillée. Donc il va bien falloir que je fasse quelque chose. Ah bah c'est bon à savoir qu'il y a déjà cette avancée-là. Du coup, pour conclure très brièvement, l'argent, c'est un frein bien avant le moment où on doit contractualiser avec les entrepreneurs de travaux. Des solutions techniques existent, mais ça demande beaucoup quand même de concertation avec les différents acteurs. Réussir à convaincre potentiellement les voitures d'utiliser un autre itinéraire que celui habituel, ça demande de l'organisation. Les faibles ressources monétaires qui génèrent un manque de ressources humaines qui en retour génèrent des manques de ressources monétaires et ainsi de suite. Le fameux il faut de l'argent pour aller chercher de l'argent. Et donc les perspectives pour le suite de cette recherche-action, donc continuer à tester des plans simplifiés, comme il disait, en laissant la main aux agences en premier lieu pour voir à quel point elles arrivent à se saisir de ces outils, on va dire entre guillemets non techniques, pour réussir à mener ce type de travaux. Et puis cette question de l'après, une fois qu'on a fait son plan, est-ce qu'on arrive à aller chercher les sous et déclencher les travaux? Oui, l'idée, c'est de voir comment on le met en conditions opérationnelles. Et puis, de toute façon, c'est le sens de l'histoire, comme on disait précédemment. Je pense que nos générations et donc mes enfants font déjà du vélo et vont continuer à en faire. L'idée, c'est comment on les amène à faire du vélo de façon sécurisée. Il y a un truc tout bête auquel les élus ne pensent pas, et moi y compris, je ne vais pas jeter la pierre sur les autres, mais c'est le stationnement du vélo. C'est-à-dire que quand on arrive au City Stade à l'intérieur de la commune, au lieu de jeter mon vélo par terre, c'est peut-être plus sympa d'avoir un truc qui me permet de poser mon vélo en sécurité. Et c'est la même chose sur l'école, le collège, etc. Et on n'y pense pas forcément. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Et je voulais vous donner des éléments aussi, alors ça va peut-être intéresser Aurélien qui est là, mais sur l'intercommunalité, sur Le Mans Métropole, quand même quelques chiffres. On a, la CETRAM met en place un système de location de vélos longue durée à assistance électrique. On est passé, alors sur le mois d'avril, il y a eu 500 commandes de vélos et donc on atteint maintenant sur l'Interco 7300 vélos à assistance électrique qui sont mis en location longue durée. Ça coûte aux gens entre 176 € par an et 215 € par an. Et donc 7000 vélos et 7000 places de stationnement possibles pour ces vélos. On ne peut pas prendre une photo de l'espace public de la métropole sans voir un vélo orange CETRAM. Donc ça a une grosse dynamique. Après, le report modal, c'est là où on arrive à la limite, c'est-à-dire que c'est généralement des gens qui prenaient les transports en commun qui maintenant prennent le vélo pour se déplacer à l'intérieur de l'agglo. Et l'autre sujet, c'est qu'on a commencé à faire des comptages justement sur les pistes cyclables qui ont été construites. Alors là, je comprends aussi votre difficulté à identifier sur un investissement global, allongement des lignes de tram, déploiement de chronolignes, et on en profite pour faire de la piste cyclable. Donc comment on arrive à dissocier les deux ? Ce qui est certain, c'est que nous, sur les comptages, sur ces voies-là qu'on a fait, les premiers comptages qui ressortent, on avait 8% d'utilisation de vélo avant les travaux et on est passé à 20%. Voilà. Donc, ça a un réel impact sur la pratique du vélo en agglomération. Et on va mettre en place aussi, je le dis pour la forme, mais je fais la pub de la métropole, on met en place une consigne de vélos libre-service à la sortie de la gare qui seront identifiés bien sûr différemment des vélos en location longue durée. Et voilà. Après, le chrono-vélo, il y a beaucoup de maires de l'agglomération qui l'attendent. C'est des investissements, c'est un peu lourd. On s'est lancé dans les chronolignes, dans l'allongement des lignes de tram,
dans un beau palais des congrès et de la culture où vous pourrez venir faire des conférences, qui sera magnifique aussi, mais ça fait 100 millions d'euros. Donc voilà, même s'il y a une volonté politique, les finances nous rappellent à l'ordre en disant votre schéma chrono-vélo, il va attendre un petit peu. Et c'est pour ça que les petites communes rurales qui sont autour de l'Interco doivent se saisir des travaux comme ça pour au moins créer de la piste cyclable ou de l'aménagement qui va venir faciliter l'accès à des réseaux structurants, TER, chronoligne, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a du temps pour des questions? Effectivement, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une petite pour commencer. Là, vous parlez de votre chiffre de vélo en leasing en avril, 500. C'est quoi? Est-ce qu'on est sur une dynamique qui explose à cause du contexte, du coût des carburants? Alors, coût des carburants, et puis un autre contexte, c'est la météo. En fait, on a eu un très beau mois d'avril et du coup, les gens se disent, effectivement, à 2,30 € le gasoil, et comme il fait beau, pourquoi pas prendre un vélo à assistance électrique, ouais. C'est les deux effets combinés. Rebonjour, Xavier Bribois, toujours psychologue social. Moi, en vous entendant, je me disais qu'on parlait avant de réaffectation de voirie et vous parliez de votre territoire finalement très résidentiel. Je me demandais dans quelle mesure vous aviez pu envisager la logique de la réaffectation de voirie dans ces territoires-là. C'est pour ça que moi, j'y ai toujours pensé plutôt dans du plus rural. Et en fait, chez vous, ça pourrait exister de mettre des voies en sens unique ou voire d'enlever totalement les voitures? Voie en sens unique, ça pourrait exister. Effectivement, ça peut être une solution. Il y en a 2-3 qui vont grogner, mais pourquoi pas. Non, ce qui existe surtout, c'est qu'on a... ce qu'on peut mettre en place, tout compte fait, c'est des liaisons en centre-bourg, si vous voulez. Quand on va chercher effectivement les hameaux derrière, c'est beaucoup plus compliqué, à moins de se réapproprier des chemins ruraux, mais qui ont été... certains agriculteurs se les sont appropriés au moment des remembrements. Donc en fait, on a des coupures de chemins ruraux qui existaient par le passé et qu'on voit sur les anciennes cartes. Et on se dit, mais c'est quand même dommage parce que ça existait. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'en saisir alors qu'on avait les outils dans les années 60-70 qui existaient. Et donc là, il y a une limite. Effectivement, ça va être compliqué pour nous quand même. À part, vous le disiez, le sens unique, pourquoi pas? Ouais, et en plus, tu l'évoquais, il y a l'autoroute qui crée encore plus de coupures. Et alors là, on ne le voit pas sur ces choses-là, mais entre Champagné et le centre-bourg, il y a beaucoup de petits ruisseaux. C'est une zone très aqueuse. Je ne l'ai pas mentionné dans les défis, mais en ville, généralement, la question de l'eau en ville, ça a été traité. À Paris, vous avez la Bièvre, c'est recouvert. Personne n'est au courant qu'il y a la Bièvre, sauf si vous avez marché sur un des clous avec écrit « Ici était la Bièvre ». Même chose, si vous regardez la plupart des grandes agglomérations, il y a un moment donné, on a réduit la place des fleuves. Dans les zones rurales, vous avez des cours d'eau beaucoup plus fréquents et pas forcément beaucoup de ponts par-dessus ces éléments-là. Alors on ne peut pas que cracher sur l'autoroute parce que c'est une ressource financière aussi pour la collectivité. Hein. Merci à Vinci, puisque tous les ans, en fait, on récupère de la fiscalité à travers le passage de l'autoroute sur le territoire. Donc c'est pas si mal, quoi. Ça va vous financer des pistes cyclables et la boucle sera bouclée. Il y avait une autre question ou... Merci Nicolas Coulombel, chercheur à l'École des Ponts. Là, on a plutôt parlé infrastructure. Est-ce que pourrait y avoir un rôle aussi à faire évoluer les comportements des automobilistes dans les zones rurales? Dans les grandes villes, on réduit beaucoup les vitesses pour des enjeux de sécurité. Est-ce que les populations seraient prêtes à ça? Je vous laisse regarder mes chaussures pour nous. 24 heures du Mans. Tous les Sartois sont des pilotes en puissance. Et comme c'est régulé en centre-ville, ils s'amusent en campagne. Donc, non, il y a effectivement... alors, je ne sais pas comment on va réussir à le faire sur nos territoires. C'est compliqué. Hein. On a mis, nous, parce que c'est une demande des habitants, que ce soit en centre-bourg. Après, ce dont on se rend compte, et je pense que c'est général en France, c'est qu'on a quelques mauvais élèves qui donnent une impression de vitesse démesurée pratiquée sur ces axes. Et la plupart des gens, quand même, respectent les limitations de vitesse. Donc, le deuxième temps de la valse, ça va être de se dire... normalement, elles sont toutes à 80, nos routes. Et comment je la passe de 80 à 50 hors agglomération? Et est-ce que ça va être respecté? Ou est-ce qu'il va falloir que je crée, par exemple, une zone d'agglomération, mais qui engendre des contraintes, notamment sur les départementales? C'est que dès que vous mettez un petit panneau, ou vous mettez
commune ou hameau de Fatine, le département se décharge de l'entretien. Maintenant que tu as mis 2 panneaux d'agglomération, c'est à toi d'entretenir le linéaire de route, quoi. Et donc ça, c'est compliqué pour nous. Mais dans les mentalités, on avait fait des relevés là, sur la RD 91. On avait un motard qui passait tous les jours à 150, à 15h30. Bon, le gars, il revenait du boulot, il était pressé. On a mis les gendarmes 2 fois, terminé, il ne roule plus à 150. Mais c'est un cas qui les gens le ressentent, parce que vous devez le voir si vous pratiquez le vélo ou la marche à pied, hein, mais le ressenti de l'usager marche à pied, vélo, quand il pratique sa marche à pied ou son vélo et que la voiture passe à côté de lui, il se dit mais il roule comme un fêlé. Et quand vous la chronométrez, elle roule à la limitation de vitesse. Sauf que l'impression qu'on a, c'est il roule trop vite. Et je vous dis, dans 90% des cas, 95%, les gens respectent nos limitations de vitesse en campagne. Et comment la faire baisser demain et comment la faire respecter, je ne sais pas. Et si je peux compléter, ce qui ressort quand même de plusieurs réunions auxquelles souvent on a invité des membres d'associations et des habitants et aussi un peu de micro-trottoirs. Quand on propose des choses, un argument qui revient beaucoup, c'est oui, mais les gens ne vont pas les respecter. Et c'est jamais moi, je ne veux pas avoir à respecter ça, c'est oui, mais les gens, les autres, pas moi, j'ai pas envie de le respecter. Alors on peut voir ça de 2 manières. On peut se dire, ok, là il y a un biais, on ne veut pas assumer qu'on a envie de pouvoir rouler à 110 sur la départementale. Mais on peut le voir d'une autre manière. Tout le monde est persuadé que globalement, il y a une forme d'opposition à ce type de mesure, alors qu'en réalité, cette opposition est beaucoup moins marquée que ce qu'elle est et que, effectivement, il y a potentiellement 3 personnes qui vont être en train de ne pas la respecter, mais que globalement, une forme de majorité silencieuse existe. Et il y a eu une étude qui a été menée récemment pour l'ADEME sur la question dans le temps, les mesures de restriction de l'automobile, comment elles étaient acceptées ou non. Et le résultat était quand même que dans la plupart des grandes villes où il y a eu des politiques, en tout cas dans les centres urbains où il y a eu des politiques de restriction de l'automobile, ces mesures ont globalement été pérennisées, ce qui suggère qu'une fois qu'elles sont mises en œuvre, si elles bénéficient à une partie de la population, elles restent. Alors on n'a pas l'équivalent dans les zones plus rurales, mais où on a plutôt le contre-exemple avec les fameux 80 qui sont devenus des 90. Mais voilà. Après, la sensation qu'on avait, c'est après Covid, les gens roulaient comme des malades en campagne parce qu'il y avait peu d'usagers sur la route, ça avait beaucoup réduit. Et là, quand même, on a l'impression que ça s'est redevenu comme avant Covid, quoi. Les gens se mettent à respecter un peu plus. Mais c'est vrai que l'année suivante Covid, moi, j'ai été interpellé sans cesse par la population en me disant mais les gens roulent vite parce qu'ils s'étaient approprié la route avec moins d'usagers, quoi. Et il y a une question qu'on ne traite pas là, dans tous les objectifs et dans toutes les études qu'on a faites et qu'on élimine dès le départ, et c'est comme ça, je suis désolé pour eux, mais c'est les cyclotouristes. Les gars qui font du vélo pour le sport avec les cuissards et qui roulent à 20-25 sur nos routes, 20-25 personnes, hein, eux, on ne les fera pas intégrer ce plan vélo ou ce schéma-là. C'est clairement pas la destination et pas le public vers lequel on va aller. Petite question sur, dans votre étude, est-ce que vous avez évoqué ou échangé avec les entreprises pour voir leur appétence à utiliser la cyclo-logistique ou leur difficulté à se confronter sur les routes? Le camion et le cycliste, ça c'est pas toujours très favorable. C'est pas du tout une question qu'on a abordée. Alors après, moi je suis un territoire, j'ai pas beaucoup d'entreprises et de petite taille, plutôt artisans, donc ça s'est pas posé, la question s'est pas posée. Oui, les territoires sur lesquels on a travaillé étaient assez résidentiels. Et les moments où les entreprises sont apparues, c'est quand on a évoqué les politiques d'incitation à l'usage du vélo, où là, il est ressorti l'idée de « Ah, mais ça, à l'échelle de… » Pour le coup, là, s'appuyer sur l'interco, qui a plus de poids que la petite commune, pour éventuellement voir avec les gros employeurs du territoire pour des événements type mai à vélo et compagnie. À l'issue de tout ce travail, concrètement, quelle action allez-vous mener sur votre territoire? Est-ce que vous l'avez budgété? Est-ce que vous avez eu des subventions? Enfin, voilà. Alors, non, on va le faire là. C'est-à-dire que on a été élu là au mois de mars. Ça a fait partie de toute la profession de foi, etc. Là, on a une appropriation des nouveaux élus sur tous les enjeux, une présentation de tout ça.
Et l'idée, c'est qu'en septembre, on se remette autour de la table avec les différentes commissions pour dire, voilà, on a ça qui est sorti, on le présente à Le Mans Métropole, du coup, qui est aussi un opérateur, on le présente aux départements qui ont participé aux études, et puis on est accompagné d'Eurovia pour dire demain, comment on le met en place et comment vous nous aidez à aller chercher de la subvention, et puis d'après vous, quelles sont les solutions les plus simples, et peut-être qu'on le fera en plusieurs temps, c'est-à-dire que mettre en place les choses facilement réalisables avec de la signalétique horizontale, avec de la sécurisation de carrefour dans un premier temps, et dans un second temps, les choses qui prennent du coup plus, qui sont plus chronophages avec la réunion publique, l'achat d'une parcelle, l'achat de terrain, tout ça. Je pense qu'on va l'intégrer comme ça. Ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est qu'à 2032, on ait quand même une solution qui soit proposée aux habitants. On a 6 ans pour le faire. Pour certains, ça paraît long. Alors, quand vous êtes dans l'exécutif, je vous assure que c'est court. Le temps de l'administration n'est pas le temps du maçon. Donc, la plus grande difficulté qu'on a, c'est ça. C'est les interlocuteurs administratifs, administration, etc., qui, eux, sont longs dans leur prise de décision. Mais encore une fois, on fait partie d'une grosse interco. Mais le personnel dédié dans l'intercommunalité au chrono-vélo ou au vélo au boulevard nature, il est très réduit. C'est 1 ou 2 agents. Donc, pour se saisir de ça, nous, si les 20 communes, 19 de l'interco viennent voir le gars en disant on sait que ton chrono-vélo, il ne va pas être fait tout de suite, mais nous, par contre, on a des enjeux sur nos communes et consacre-nous du temps, ça va être un sujet, quoi. Le formaliser via quel type de marché ? Alors là, pour l'instant, alors ce ne sera pas du marché à bon de commande, je ne pense pas à mon échelle, mais si on est en dessous des seuils, moi c'est 2 devis ou 3 devis, hop, et puis viens, fais les travaux et basta. Hein. Je fais les arrêtés du département, enfin, je demande les arrêtés au département, je prends mes arrêtés municipaux, et non, on travaille comme ça, on travaille un peu, pas à l'ancienne, mais si les seuils de marché public ne sont pas atteints, on fait 3 devis, on arbitre en conseil municipal, merci, on met ça en place avec une implication de la population, une réunion publique qui présente le phasage des travaux. Mais voilà. Mais vous savez que dans l'esprit des gens, c'est des promesses qu'on ne tiendra pas. Parce qu'ils en entendent parler depuis des années. Et il n'y a rien qui se fait sur le territoire. Je parle de ma commune, mais je parle d'autres. Hein. Et ils disent, parce que pour eux, il y a trop de contraintes justement administratives, d'emprise. Parce que quand on parle de stratégie vélo, les gens disent il va falloir que tu achètes du foncier et tu n'es pas prêt de l'avoir, petit gars, sauf si c'est d'utilité publique, quoi. Et donc, dans l'idée des gens, c'est ça. C'est vous n'êtes pas capable de faire quelque chose parce que nécessairement, vous allez être obligé d'acheter des terrains et on va vous mettre des freins et vous ne pourrez pas les acheter. Ils n'ont pas tous les éléments dont on a parlé, nous, sur les aménagements simples, peu coûteux, qui peuvent déjà arriver. Sécurisation des carrefours, signalétique, voilà, tout ça. Bonjour, Hugo Robert, Société SCE, on a bureau d'études d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre en aménagement et environnement. J'avais 2 questions. La première, c'était est-ce que du coup c'est passé par un appel d'offres ou juste le lab est venu voir la ville pour proposer la solution? Parce qu'il y a beaucoup de fois où en fait il y a des appels d'offres qui demandent beaucoup de choses, mais en final ne correspondent pas aux vrais besoins de la collectivité qui, comme ici, cherche une base de travail pour ensuite mettre en place les études opérationnelles puis les travaux. Et l'autre question, c'est est-ce que votre étude a pu faire écho à d'autres collectivités, enfin d'autres communes plutôt rurales de l'Intercom qui portent après le même type d'études? Merci. Alors la première réponse, ça va être assez simple. C'est, je connais bien Pierre-Yves qui avait déjà fait des travaux sur ma commune. Il s'est dit c'est un gosse sympa, il y a ça qui est en place, il y a son territoire qui correspond. Il me demande est-ce que ça t'intéresse ? Je dis oui, évidemment ça m'intéresse parce que c'est que du plus pour nous. C'est-à-dire que ça ne nous coûte rien, à part du temps de réunion, à part mettre en place les acteurs pour dire, voilà, il faut que papa il parle avec maman et il parle avec papy et avec grand-père. Et une fois qu'on a fait ça, nous, c'est que du plus. Donc on prend et on aide et on dit, voilà, alors tout le monde m'a remercié d'être là aujourd'hui, mais ça me semble naturel, c'est un juste retour des choses. Après, est-ce que ça va rayonner au niveau de l'interco ? Très honnêtement, c'est quelque chose dont j'ai parlé en réunion communautaire. Maintenant, il faut que je me fasse le commercial de cette démarche, si jamais je veux que ça aboutisse, et effectivement que d'autres communes s'en saisissent. Et je dirais même au-delà de l'interco, parce que moi, c'est un cas spécifique où je suis sur le Mans Métropole, mais l'ancienne intercommunalité à laquelle j'appartenais, le Génois-Bilurien pour ne pas le citer, avait des communes plus rurales que la mienne, dirons-nous,
mais aussi proche de communes qui ont la ligne TER qui passe, donc avec les mêmes enjeux. Donc il faut presque faut promouvoir la démarche au-delà de ça, je pense. Donc il va falloir que je fasse ça en plus de toutes mes missions, mais ouais, c'est un enjeu. Si je peux compléter, là à ce stade, vu qu'on était dans le cadre d'une recherche-action, du coup, Eurovia est allé à la recherche de collectivités et d'agences qui étaient prêtes à tester la démarche. Je ne sais pas quelle politique tarifaire ils mettront avec ce type de tarifaire si c'est passé à l'échelle. Voilà, sachant que, encore une fois, selon moi, ces démarches pourraient potentiellement être appropriées par même des associations locales. Après, il faut quand même le temps et l'envie, mais dans mon idéal, en tout cas, que le plus grand nombre soit capable de s'approprier, c'est aussi une occasion de monter en compétence et de se poser des questions intéressantes sur les questions de mobilité, quoi. Puis peut-être ajouter quand même qu'on est sur un dispositif de recherche ouverte, donc l'idée c'est de faire en sorte que tout ça soit appropriable par l'ensemble des acteurs du secteur aussi. Le maire de la métropole, Stéphane Le Foll, était jaloux que je travaillais avec l'école des ponts et Eurovia sur le sujet. Il me dit, pourquoi ils sont venus te chercher, toi? On ne va pas faire un plan gratuit pour la métropole du Mans. Par rapport à la question qui a été posée, pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un positionnement différenciant qu'on veut avoir, sachant que demain, peut-être qu'à Fatine, on ne fera pas des travaux, parce que c'est quelqu'un d'autre qui les aura, voilà. Mais on travaille effectivement ensemble, et c'est avec les clients avec qui on travaille qu'on veut effectivement accompagner. Je pense que le maître mot, c'est l'accompagnement. Et puis des fois, voilà, on accompagne, on ne gagne pas, voilà, mais bon... Voilà. Au moins, il y a ce lien qui est créé, et je pense que c'est dans une relation commerciale d'accompagnement, c'est essentiel. Voilà. Donc la tarification, voilà, on verra, mais il n'y aura pas. Ça sera chaque chef d'agence, Isabelle, Pierre-Yves, qui décideront de ce qu'ils feront en termes de tarification. Mais je pense que c'est, voilà, on est dans l'accompagnement aujourd'hui, qu'on espère différenciant. Il y avait une dernière question. Bonjour, moi je suis étudiant en géographie à la Sorbonne et je me demandais, vous avez évoqué les contraintes de budgétaires qui limitent la capacité des communes et des collectivités à avoir recours à des professionnels, des géomaticiens, etc. Dans ce contexte-là, quel peut être le rôle et comment les futurs professionnels de la mobilité peuvent accompagner ces territoires ruraux et périurbains? Alors moi, je mettrais les géomaticiens dans les professionnels de la mobilité. Mais du coup, le sujet, c'est que souvent, ils n'ont pas les moyens d'aller les chercher. Alors, en vrai, au-delà de ça, il existe certaines structures qui peuvent accompagner les petites collectivités, qui remplacent en fait ce qui longtemps a été le ministère des Transports, avait ses antennes délocalisées, les directions voilà, de direction de l'équipement, etc., qui servaient d'appui technique. Aujourd'hui, ces directions ont été largement vidées de leur substance, mais d'autres structures existent, par exemple les CAUE, alors je sais jamais, conseil d'aménagement et d'urbanisme et d'environnement, qui peuvent faire gratuitement des petites études pour les collectivités, mais alors elles ont un problème de financement actuel à cause d'un changement dans la manière dont est collectée, les recettes de taxes dont ils dépendent, bref. Il y a certains départements qui proposent de l'ingénierie ponctuelle, mais alors là encore, ça, dans mes échanges, j'ai rencontré des collectivités qui n'étaient même pas au courant de l'existence de ces appuis en ingénierie, de ce point de vue-là. Donc oui, il existe des structures, on va dire, publiques qui permettraient d'appuyer ce type de choses. Voilà. Mais sinon, je ne suis pas sûre du sens de la question. Après, la question, c'est si vous, en tant qu'individu, vous disposez de ces compétences en matière de mobilité, que vous pouvez faire pour une petite collectivité, soit vous faites du bénévolat, mais voilà, à l'échelle individuelle, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas 1000
il n'y a pas 1000 solutions, quoi. Il faut que soit on propose des solutions qui peuvent être appropriées par d'autres acteurs type privé parce que c'est suffisamment peu coûteux pour pouvoir l'intégrer à leurs offres, soit il faut que l'État intervienne, soit revoir le mode de financement des petites collectivités ou des structures. Mais là, on est sur un autre niveau en termes de politique publique. Mais par exemple, l'Inspection générale des finances était très critique. Dans le texte que je citais, était très critique du mode de fonctionnement par appel à projet et soulignait qu'en fait une partie du budget que récupéraient les communes était consacrée à cette recherche de financement, ce qui du coup diminuait de facto les montants consacrés réellement à... Alors en l'occurrence, leur rapport était sur la transition énergétique et environnementale et il disait que peut-être augmenter les dotations des communes, c'était plus efficace que d'avoir 40 000 fonctionnements par appel à projet qui sont chronophages et finalement assez coûteux. Voilà, qu'on puisse fonctionner par appel à marché quand on essaie d'embaucher une entreprise privée, ça a un sens. Qu'on fonctionne par une sorte d'équivalent d'appel à marché qui est l'appel à projet pour financer ce qui devrait être des fonctions de base ou des compétences dont devraient disposer les collectivités publiques, ça se discute, quoi. Merci à tous les deux. On peut les applaudir à nouveau.